Bonjour et bienvenue dans les profondeurs de l'être, le podcast qui explore le développement personnel autrement. À l'inverse des approches traditionnelles qui placent le moi sur un trône et l'ego au centre de tout, nous cherchons ici à manifester notre être véritable, ce moi authentique qui sommeille en nous afin d'impacter le monde une personne à la fois. Nous explorerons des sujets variés comme l'éducation, l'entrepreneuriat au féminin, l'enfant intérieur et la santé holistique. Comment se dépouiller de notre ego, des injonctions extérieures et des attentes projetées sur nous? Comment se libérer du regard des autres pour incarner pleinement qui nous sommes et devenir source d'inspiration? C'est le genre de questions que nous nous poserons et auxquelles nous tenterons de répondre. Si cela résonne en vous, je vous invite à vous abonner et à me retrouver chaque mardi pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Les profondeurs de l'être. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier, j'espère que le son va être correct, qu'on n'aura pas trop de bruit là, peut-être que vous avez entendu extérieur. Je vous explique, je suis chez moi, il y a des travaux à l'extérieur donc j'imagine que vous allez les entendre et en plus de ça j'ai mon bébé qui dort pardon, sur moi un porte-bébé, donc je croise les doigts pour qu'il ne se réveille pas d'ici la fin de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler du regard de l'autre. Vaincre le regard des autres, est-ce que c'est possible? Ça a été un sujet complexe. Je pensais pas avoir autant de lecture et de réflexion à faire sur le sujet. Une fois que je suis partie dedans, j'y suis allée à fond, mais quand même. Le regard de l'autre. C'est très complexe parce que d'une part, je vois beaucoup dans le milieu du développement personnel le fait de devoir s'affranchir du regard de l'autre. Comme si c'était le meilleur moyen pour être heureux et goûter au bonheur. Je suis sûre que vous aussi, vous avez déjà entendu, lu ou vu sur Facebook ou Instagram, ou peu importe le réseau, des femmes dire des choses du genre je suis qui je suis, tant pis pour ce que je dérange, ou encore le regard des autres ne m'importe pas. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce genre de discours, je trouve que ça pue la dépendance au regard des autres, justement. C'est pas un jugement de ma part, hein, parce que ça veut dire que l'intention de vouloir s'en libérer, elle est là. La volonté de manifester qui nous sommes vraiment est là. Et cette prise de conscience, cette démarche, c'est déjà un grand pas vers la liberté intérieure. Mais voilà, par expérience, ceux qui incarnent pleinement ce détachement au regard de l'autre sont souvent ceux qui n'en parlent pas. Ils sont, point. Ils font ce qu'ils ont à faire, point. Je suis certaine du pouvoir libérateur qui est le renoncement au regard et à l'approbation de l'autre. Je crois que ceux qui me côtoient diront facilement que j'ai l'habitude de suivre mon instinct, peu importe les jugements. C'est vrai, mais là encore, je pense que c'est plus une forme de courage que de l'abstraction du regard de l'autre. Parce que sincèrement, je lutte encore avec le regard de l'autre. Et sur beaucoup de futilités qui plus est. Alors, d'un côté, je sais qu'il faut s'en défaire, mais d'un autre côté, il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est plus profond que ça, que le regard de l'autre n'est ni bon ni mauvais. Je suis passionnée par l'être humain, que ce soit au niveau biologique, psychologique, sociologique, ontologique. Et ici, je me suis dit qu'il y avait sûrement un aspect anthropologique sur l'importance de ce fameux regard de l'autre pour un être humain. Et là, je suis tombée sur une foule d'informations qui ont agrandi ma liste de livres à lire. Alors, j'ai pas lu tous les ouvrages qui m'ont, aidée à faire ce podcast. J'en ai pris des brides, puis j'ai pris des commentaires qui ont été faits sur le livre, les quatrièmes de couverture et cetera. J'ai, un peu regardé qui avait écrit quoi. Je vais essayer de synthétiser ce qui en est ressorti et de résumer quelques points. Premièrement, au niveau anthropologique, ce qui en ressort, c'est que dans toutes les sociétés humaines, le regard de l'autre est un mécanisme de régulation sociale. Il sert à structurer les normes, maintenir l'ordre et assurer la cohésion du groupe. L'individu, il n'existe pas seul, il se construit par et dans le regard des autres. Au niveau psychosociologique et sociologique, ce qui en ressort, c'est que le regard de l'autre conditionne profondément l'identité individuelle.
On apprend qui nous sommes en intériorisant les attentes, les jugements et les normes sociales. Ce regard, c'est un miroir déformant. Il peut renforcer la confiance ou au contraire générer aliénation et souffrance. Goffman, il parle de mise en scène du soi. Chacun adapte son comportement selon les regards qu'il anticipe. Depuis les réseaux sociaux, le poids du regard des autres a été exacerbé. On est soumis constamment à une évaluation permanente, avec les likes, les partages, les commentaires. Ils deviennent des indicateurs sociaux quasi instantanés. Ça pousse à une hyper-normalisation des comportements. Chercher l'approbation devient une priorité au détriment de l'authenticité. Alors ça donne quoi comme résultat? Ça donne qu'on veut de plus en plus contrôler notre image, au détriment de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, comment l'homme réagit? Au niveau psychologique et psychanalytique, comment on réagit face au regard de l'autre? Ben, psychologiquement, le regard de l'autre peut nourrir l'estime de soi ou l'anéantir. Vous entendez probablement mon petit bébé qui est en train de ronfler sur moi, c'est très drôle. Je disais que psychologiquement, le regard de l'autre peut nourrir l'estime de soi ou l'anéantir. Au niveau psychanalytique, il touche des structures très profondes. Le besoin de reconnaissance, qu'on appelle le narcissisme primaire, et la peur de l'humiliation et du rejet, qu'on appelle l'angoisse d'abandon. Lacan disait, le désir de l'homme est le désir de l'autre. Autrement dit, nous désirons être désirés. Tant que l'individu reste captif du regard de l'autre, il n'est pas libre intérieurement. Ça m'a amené à un parallèle en fait. Ça a popé dans mon esprit. Un parallèle qui m'est venu avec un texte qui, pour moi, contient plein de symbolique. C'est un passage du livre de la Genèse, c'est un chapitre de la Bible. C'est dans Genèse 3 au verset 6 et 7. Vous connaissez tous ce passage. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits, bon à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Bon, qu'on se le dise, avant de manger la pomme, les deux amoureux, ils n'étaient pas aveugles, on est bien d'accord. Pourtant, il est raconté ici qu'après avoir croqué dans la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se rendirent compte que, ils s'apercevèrent que, ils voient que. Autrement dit, c'est une fois qu'ils ont conscience du bien et du mal que leur regard de l'un vis-à-vis de l'autre change. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà senti jugé par le regard d'un enfant? Dans le regard d'un jeune enfant? Non. Parce que ce sont des êtres en construction. Ils ne voient que bien. Ils ne voient ni ne soupçonnent le mal, jusqu'à un certain âge. Ensuite, on leur transmet nos propres conceptions du bien et du mal, nos valeurs, nos principes, les lois qui régissent notre lieu de vie, etc. En fait, on dit que ce sont des êtres en construction. C'est vrai sur plein d'aspects, mais en réalité, on les déconstruit aussi beaucoup. Bref, où est-ce que je veux en venir avec ça? En fait, je me dis que le regard de l'autre, c'est un problème lorsqu'il est fondé sur la subjectivité du bien et du mal. La notion de bien et de mal est très subjective. Je vous prends un exemple concret. L'éducation des enfants. Je peux avoir les mêmes valeurs que mon ami, vivre dans la même ville avec les mêmes lois. Chez moi, je vais permettre à mes enfants certaines choses qui me paraissent bonnes et interdire d'autres qui me semblent moins bonnes ou mauvaises. Et ces choses seront différentes chez mon ami, parce que ses standards de bon et mauvais, de bien et de mal, ne seront pas les mêmes que les miens. Et là, c'est juste un exemple au niveau micro. Je ne parle pas au niveau macro, avec par exemple des lois différentes selon les pays, tout autant démocratiques que l'un que l'autre. Par exemple, avec des sujets plus polarisants comme la peine de mort ou le droit à l'avortement. D'ailleurs, tiens, j'ai un exemple personnel concret. Je me suis mariée au Québec en 2023 et je n'ai pas pu prendre le nom de mon mari parce que c'est interdit depuis 1981.
Et quand je dis interdit, c'est que je n'ai même pas eu le droit de l'accoler à mon nom de jeune fille pour pouvoir porter les 2. Et là, les Québécois, Québécoises trouvent ça bon et normal. Mais les Français, Françaises sont surpris. Parce qu'en France, on a le choix. Garder le nom de jeune fille, prendre le nom du mari, ou les deux. Souvent, quand j'en ai parlé ici au Québec, je me suis retrouvée devant des gros yeux ronds, même de la part d'hommes, lorsque je disais que moi, j'aurais aimé porter le nom de mon mari. Et j'ai eu des gros yeux ronds parce que ici, ne pas le porter, ça a été un signe de l'émancipation de la femme, ce qui est une bonne chose. Vous voyez, le bien et le mal, c'est très subjectif. Et c'est ça le problème. C'est que le regard de l'autre est fondé sur une notion de bien et de mal propre à chacun et qui évolue selon les époques, les cultures, les périodes de la vie, etc. Personne ne veut être du côté du mal. Je veux dire, un enfant ou un ado qui choisit délibérément de faire du mal. Il le sait que c'est mal et il le fait parce que dans sa situation, il pense que c'est la bonne chose à faire. Par exemple, s'opposer à ses parents pour se sentir exister, faire des bêtises pour rester intégré dans le groupe. Même ceux qui choisissent délibérément le mal le choisissent parce qu'ils considèrent consciemment ou inconsciemment que c'est la meilleure chose à faire pour atteindre leur but, quel qu'il soit. Personne ne veut faire mal, parce que faire mal, c'est être exclu, c'est être rejeté, mis à l'écart, moqué ou jugé. Et ça, c'est une réelle douleur psychique pour l'humain. Donc, la dépendance au regard de l'autre et à l'approbation de l'autre avec un grand A, autre avec un grand A, c'est un rempart contre le rejet. L'humain est grégaire, il ne peut pas vivre seul. Et inconsciemment, il ne peut pas être rejeté, parce que c'est synonyme de danger pour sa survie. Bien évidemment, on n'a pas tous le même rapport avec le regard de l'autre. Certains sont plus résilients que d'autres. Mais quand même, on s'y soumet tous. Alors, c'est quoi la solution pour accepter le regard de l'autre et ne pas en dépendre? Déjà, il faut comprendre que la plupart du temps, le regard de l'autre, c'est rien de plus qu'une projection de notre propre regard dans les yeux de l'autre envers nous-mêmes. Autrement dit, on se croit assez omniscient pour savoir précisément ce que l'autre pense en nous regardant. C'est quelle audace! Donc, j'ai envie de dire que premièrement, si tu ne veux pas être jugé sur ton poids, par exemple, arrête de te juger sur ton poids et arrête de juger les autres. On est jugé à la mesure qu'on juge. Alors, exerce-toi premièrement à ne plus porter de regard qui juge. Ça peut paraître rien, mais je te garantis que si tu t'exerces à ne pas juger, tu ressentiras de moins en moins le jugement potentiel des autres. Je dis potentiel parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est souvent nos propres projections. Ensuite, et je dirais que c'est là la véritable liberté, disons que s'exercer à ne plus juger est un très bon premier pas pour commencer à défricher le terrain. Mais une fois que le terrain est défriché, il faut l'entretenir. Une fois qu'on a écarté le jugement, lui-même basé sur une notion de bien et de mal très subjective, on fait quoi? On décide de voir l'être en vérité. En vérité, ça veut dire le voir tel qu'il est, sous ses nombreuses couches, qu'on appelle personnalité, blessure, comportement. Ça veut dire percevoir qui il est réellement. Pourquoi je dis que pour ne plus se soustraire au regard de l'autre, il faut que nous voyons l'autre pour ce qu'il est réellement. C'est pas question de nous, à la base? Nous libérer du regard de l'autre? Pourquoi c'est moi qui devrais agir sur ma propre perception de l'autre pour que l'autre modifie sa perception de moi? Eh bien, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Si on veut que l'autre, que les autres nous regardent, nous aiment, nous apprécient pour qui nous sommes réellement au plus profond de nous-mêmes, au-delà des apparences, il faut qu'ils puissent, eux, recevoir auparavant ce regard inconditionnel de notre part. C'est en se sentant vus en vérité qu'ils pourront nous regarder en vérité. C'est avec les yeux du cœur que nous devons regarder pour être regardés de la même manière, d'âme à âme. Mais comment faire? Surtout quand personne ne nous a jamais regardés comme ça.
Eh bien, en fait, il y a rien à faire. Il faut simplement le vouloir. Il faut le désirer du plus profond de nous-mêmes et accepter que par nous-mêmes, c'est impossible. Parce que nous, notre moi-je, il n'en a que faire de la vérité de l'autre, de son être unique. Le moi-je, il veut seulement la satisfaction de ses besoins ou l'évitement de la souffrance. Il ne veut pas voir l'être unique que j'ai en face de moi. Il veut que cette personne m'aime, me considère et ait une bonne image de moi. Ainsi, pour voir l'autre en vérité, la seule chose que nous puissions faire, c'est désirer ardemment le voir tel qu'il est. Ce désir ne vient pas du mental, il vient justement de notre être, de nos profondeurs. Il faut laisser tomber nos raisonnements, notre mental, se recentrer sur notre âme qui, elle, voit. C'est un peu comme si vous aviez des lunettes opaques et que vous décidiez de les enlever pour mieux voir. La seule chose qui vous appartient, c'est le désir de mieux voir. Donc, d'enlever ces lunettes. Lorsque vous commencerez à ôter ces lunettes, les autres les ôteront aussi. Ainsi, le regard de l'autre ne sera rien d'autre qu'un miroir d'être à être, d'âme à âme. Je crois que c'est dans Avatar que pour dire je t'aime, on dit je te vois. C'est exactement ça. Est-ce que c'est magique? Est-ce que du moment où je vais entrer dans cette démarche, tout le monde va faire pareil, puis hurrah, fini les jugements, fini les conflits? Non, certainement pas. Et c'est là que va s'exercer votre persévérance. Jésus-Christ a dit à ses disciples un truc du genre: quel honneur y a-t-il à aimer ceux qui nous aiment ou à saluer ceux qui nous saluent? C'est simple. Aime plutôt ceux qui te haïssent et salue ceux qui t'ignorent. C'est pareil ici. Il faut décider d'enlever nos lunettes pour tout le monde. Je dirais même surtout face à ceux avec lesquels tu as des difficultés. On aspire tous à être vus en vérité. Et pour l'être, on doit d'abord désirer voir l'autre dans sa vérité. Voilà les amis, c'est ce que j'avais à cœur de vous partager cette semaine. J'espère que ce message trouvera écho en vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cet épisode et bien sûr à vous abonner et à partager le message. Grande nouvelle, ma newsletter commence dimanche, alors restez à l'affût, j'en dis plus cette semaine sur mes réseaux sociaux. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode des Profondeurs de l'être.